Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour, 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 bonjour. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake numéro 47. Yes. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible entièrement sur Spotify, Apple, toutes les plateformes de streaming, mais juste vous rappeler qu'un épisode sur deux est disponible seulement sur notre Patreon, patreon.com/cafésnake. Aussi, vous rappelez que c'est bientôt le moment des lignes ouvertes de Café Snake. On a tous très hâte. On n'a pas encore enregistré les épisodes de lignes ouvertes. Donc, si vous avez vos takes, vous voulez nous les envoyer, nous envoyer vos hypothèses, vos réflexions sur n'importe quel sujet qui est dans l'univers de Café Snake, vous pouvez nous les envoyer soit par Instagram ou par courriel à info-cafésnake@gmail.com. On veut entendre votre voix, donc par mémo vocaux ou fichiers sonores, s'il vous plaît. Les lignes ouvertes vont durer du 1er juillet au 29 juillet. Donc, ces épisodes-là vont pas être collés sur l'actualité, puis on va vous revenir le 5 août avec Café Snake Fresh and Rested. Yeah. C'est ça le nom. Merci à tout le monde qui écoute Café Snake depuis le début. Et c'est ça. De quoi tu vas parler aujourd'hui? Moi, mon sujet, j'ai appelé ça le marché des prompts québécois. Donc, ça me vient d'une floraison de comptes TikTok québécois cette semaine ou dans les 2 dernières semaines qui publient du contenu généré par IA qu'on pourrait qualifier de humoristique, comme la page gorille.qc. Et pour moi, ça témoigne d'un nouveau marché, donc le marché des prompts, mais on pourrait aussi dire le marché des vibes. Puis toi, Mounir, de quoi tu vas parler? Ben moi, je vais parler d'une nouvelle génération de rappeurs au Québec qu'on voit instrumentaliser la viralité pour atteindre peut-être un public qui n'avait jamais été en contact avec le rap québécois et voir comment ça s'inscrit dans l'histoire plus large du rap et de l'Internet québécois. Yeah, et sans plus tarder... Les DigiNews. Touloulou! Yeah, wanna be, they just ain't wanna be, wanna be. You wanna be the boss, but you never took a loss. Type shit. Yeah. Faire 1 million de dollars en 6 mois avec 0 argent dans mon compte de banque. Comment on fait ça? Écoutez, quand on trouve les bonnes opportunités, on trouve les partenaires ou les financiers pour arriver à nos fins. Difficile à toi-même, tu captes toujours pour une place les hosts. Depuis tout petit, j'avais un gym, mon but c'était de faire des choses. J'aime ça qu'il est toujours turn up, je me mets pas de shit dans le nose. Exotic baddie dans le club, veut voir à ma life. Des fois ça m'en triste, pourquoi tout d'un coup t'es devenu gangsta? Honnêtement, les filles, je suis faite pour être en vacances à chaque jour. J'adore me réveiller, aller prendre mon café, marcher dans les rues de Lyon et rien faire d'autre. Mais on va faire quelque chose parce que événement spécial ce soir, c'est la F1 puis je m'en vais à un événement avec Sports Illustrated, Celsius avec qui je travaille depuis vraiment longtemps, me font post pour cet événement-là. I used to work on my feet for $7 an hour. Call my mama like, mama, I ain't making minimum wage, mama. I'm on, mama, I'm on. Ce sont des images qui nous parviennent en direct de Jérusalem. Nous vivons l'histoire en direct. C'est plusieurs têtes de missiles balistiques qui sont en train de descendre sur Israël. Et puis, par moments, on voit des interceptions de missiles solaires. Parce que vous voyez, les petits... I'm just a guy, I'm not a god. Sometimes I feel like I'm a god, but I'm not a god. If I was, I don't know which heaven would have me, mama. Let me run this bitch, don't run into the ground, mama, the whole galaxy. God damn, fuck these lanes, don't want none. It's a great honor. Happy birthday. A few days short. A little bit. A few days short, but didn't have a chance to see you on the day. Happy birthday to the U.S. military as well, 250th, and this is the 50th birthday, if you will, of the G7. I'ma stick around. I'm gonna let my nuts hang, nigga. You got some just like me, don't. OK, donc on va commencer avec un premier DigiNews qui me vient d'une take de Kat Tenbarge, qui est une journaliste américaine qui écrit une infolette qui s'appelle Spitfire News. Et elle parlait récemment de l'acronyme DARVO,
qui veut dire Deny, Attack and Reverse Victim and Offender, une espèce de stratégie là, qui est utilisée par des agresseurs, notamment des agresseurs sexuels quand ils sont accusés. Et puis elle nous disait que cet acronyme-là, DARVO, pouvait nous aider à comprendre la couverture médiatique, soit des crimes d'Israël, par exemple le génocide en cours, ou les manifestations anti-ICE, ou on pourrait même dire tout récemment le bombardement de l'Iran par Israël. Donc, comme vous savez sans doute, depuis vendredi, Israël a affirmé que Téhéran s'approchait d'un point de non-retour là, au niveau des armements atomiques. Et là, a commencé à faire des frappes, entre gros guillemets, préventives, donc bombarder l'Iran, notamment ciblant plusieurs responsables militaires, mais aussi en tuant de nombreux civils. Et parallèlement à tout ça, effectivement, il y a encore le génocide qui se poursuit en Palestine. Il y a aussi des grosses manifestations qui ont eu cours à Los Angeles en réponse à la descente à répétition des agents de la police fédérale de l'immigration, donc ICE. Suite à ces manifestations-là, le président a décidé de déployer 4000 gardes nationaux, 700 Marines, un corps d'élite. Donc, il y a vraiment eu une espèce de volonté de déployer, contrôler les manifestations, mais toujours aussi en les cadrant comme si c'était eux les fauteurs de troubles. À travers toutes ces violences-là, il y a une couverture médiatique qui va souvent, malheureusement, cadrer les victimes comme étant des agresseurs. On va souvent parler de la violence comme quelque chose qui commence, par exemple, avec les manifestations ou qui commencerait, par exemple, avec l'Iran qui décide de se défendre parce qu'ils se font bombarder. On dit « violence erupted » en anglais, comme si la violence, c'est ça, arrivait, alors que les manifestations, les bombardements de l'Iran, ça constitue toujours une réponse à une violence qui était préexistante, donc une violence qui est souvent déployée par certains États. Et là, je reviens à l'espèce d'acronyme DARVO. Donc, comme je vous dis, ça veut dire Deny, Attack and Reverse Victim and Offender, qu'on pourrait traduire en français par nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur. C'est une stratégie de manipulation courante, surtout quand on parle de violence psychologique, et ça implique généralement non seulement de jouer à la victime, donc se poser en victime, mais aussi finalement de blâmer la victime qui devient tout à coup dans le discours un agresseur. C'est un concept qui a été amené par la docteure Jennifer Freud, je sais pas si je prononce ça bien, mais en tout cas ça date des années 90. Jennifer Freud. Ouais, genre F-R-E-Y-D, mais ça date de 97, puis ça a été comme forgé là, vraiment dans un contexte d'agression sexuelle. Et là, évidemment, ce concept-là, comme je vous dis, il peut être appliqué à différents contextes. Par exemple, il y a des académiciennes, des théoriciennes féministes qui ont utilisé DARVO notamment pour expliquer ou comprendre la rhétorique de l'État israélien. Mais on pourrait aussi même l'appliquer à la rhétorique de Trump. Trump, quand il décide de mobiliser la garde nationale parce qu'il dit, on va essayer de mater la rébellion, entre guillemets encore la rébellion, contre les États-Unis, par une intervention militaire. En réalité, c'est son administration qui crée la violence et les manifestations, c'est juste une réponse, une résistance à cette violence-là. Puis, tu sais, il y a vraiment, moi, je sens un flip qui se passe, là, mettons, juste si on observe les podcasters qui étaient vraiment enthousiastes à l'idée de Donald Trump pendant les élections, mettons Joe Rogan, Theo Von, Tim Dillon, tous des podcasters humoristes, il y a vraiment un changement de discours par rapport aux pratiques que ICE fait de comme menotter des enfants avec des tie wraps, les mettre en arrière de des voitures, peu importe, tu sais, j'écoutais l'épisode du podcast de Tim Dillon cette semaine, puis il est complètement en train de bâcher Trump, tu sais, c'est quelqu'un qui a interviewé J.D. Vance pendant les élections. Les manifestations qui se passent en ce moment, c'est justement, c'est pas une espèce d'insurrection organisée par les extreme Antifa, là. C'est comme quelque chose de très populaire, justement, qui s'organise. Oui, tout à fait. Puis pour revenir à l'Iran, là, c'est un gros sujet, puis là, c'est juste les Digi News, mais je vais mettre dans les notes de Café Snake un podcast que j'adore, que j'écoute beaucoup, qui fait du métadiscours, justement. C'est américain, ça s'appelle Citation Needed. Puis là, ils ont fait un segment justement pour analyser le discours du New York Times, du Washington Post et même de CNN par rapport à ces bombardements-là. Ça s'appelle US Media Top Dems Assist Trump and Israel Unprovoked Attack on Iran. Donc, je vais mettre ça dans les notes. Puis sinon, je voulais aussi vous faire écouter rapidement la réponse d'un TikToker québécois que je suis depuis les élections au Canada, Malik,
Puis j'ai bien aimé sa réponse à lui parce qu'il est vraiment dans le sarcasme, fait qu'on l'écoute. Je sais pas si vous avez vu ce qui se passe à Tel Aviv, là, mais il y a des populations civiles qui sont terrifiées, le chaos, la peur, le bruit, il y a des enfants qui dorment sous les bunkers, puis tout ça parce que l'Iran a décidé de se fâcher. Puis honnêtement, c'est à ne rien comprendre. Okay? C'est pas parce que l'armée israélienne a bombardé des aéroports, des villes puis des centrales électriques en Syrie, en Irak, au Liban, en Cisjordanie, à Gaza, puis à Téhéran que l'Iran a le droit de répliquer. Non. Ça, là, ça serait la fin de l'ordre international. And we cannot have that. Okay? Imaginez-vous un monde où est-ce que bombarder quelqu'un te donne le droit de bombarder en retour. That cannot happen. Fait qu'Israël a le droit de se défendre, mais pas les autres. Puis prétendre le contraire, sérieusement, là, t'es vraiment un antisémite. Puis juste dire aussi que le trope des armes de destruction massive, c'est pas comme si on n'était jamais passé par là. Ça a été le justificatif pour attaquer l'Irak au début des années 2000, après le 11 septembre. Donc c'est un peu, ils nous rinse and repeat le même livre de jeu, le même cahier de jeu, c'est tout le temps, ils ont des grosses armes, faut les bombarder. Aux dernières nouvelles, l'administration Trump a dit ne pas vouloir s'impliquer, mais ça peut changer n'importe quand, on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je vois vraiment qu'il y a une scission qui se passe dans l'administration Trump, dans le camp J.D. Vance, America First. Tu sais, je pense qu'on revient tout le temps à ce group chat où est-ce qu'on voit que la seule personne qui push back, c'est J.D. Vance et Pete Hegseth, mais qui se sentent obligés d'écouter ce que Donald Trump dit. Donc, il y a vraiment, je sens une division entre, ça devrait être quoi, l'implication des États-Unis dans ce genre de moment. Et c'est intéressant de voir parce que je pense que ça va mener à peut-être des affrontements dans l'administration, puis peut-être public, un peu comme qu'on avait vu avec Elon, mais là, sur des questions pas internes, mais sur des questions de géopolitique, il y a ça aussi à suivre par rapport à ce sujet-là. Ouais, Monette, tu voulais nous parler de quelque chose qui se passe en France maintenant? De me dire, je ne peux pas choisir ma communauté. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien mes lives, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma simplicité, le fait d'assumer ma sexualité, d'assumer le fait que je sois Adrien Laurent. Je suis très fier de savoir, d'avoir fait de la télé-réalité, d'être dans le sport. Je sais pas si, comme moi, votre For You page a été inondé de vidéos de TikTokers qui témoignent à l'Assemblée nationale en France. Donc, il y a une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok en ce moment à l'Assemblée nationale et c'est vraiment intéressant à regarder parce que c'est pas comme s'il avait ramené la crème de la crème des créateurs de contenu français. C'est sûr qu'il y en a eu quelques-uns, le très connu TikToker journaliste ou influenceur, je sais pas comment qu'ils disent, Hugo Décrypte était allé témoigner. Donc ils ont décidé de faire témoigner Adé Laurent, là je vais tous les nommer, Adé Laurent, Alex Hitchens, Nasdas et Manon et Julien. Je vais vous donner une courte description de ces gens-là puis pourquoi c'est devenu extrêmement viral. Mais Adé Laurent, en fait, c'est un TikToker qui s'est fait connaître avant TikTok parce qu'il passait dans beaucoup de télé-réalités en France. Peu importe, ils ont tous fait les télé-réalités sur M6. Et c'est aussi un acteur X qui fait du contenu pour adultes sur des plateformes Internet. Mais il fait aussi du contenu comédique sur TikTok. Il fait notamment des directs TikTok. Il y a même une espèce de moment viral là, qu'il a fait avec une Québécoise. Ouais, avec une Québécoise qu'on va mettre en extrait. Tu viens d'où, toi, ma pupuce? De Montréal, de Canada. T'es un garçon ou une fille? Je suis une fille. Ah, t'es une fille. Enfin, j'aime pas les cheveux longs, c'est juste ça. J'aime pas les cheveux longs, j'aime plus les cheveux courts. Ah ouais, t'es mignon. Merci. Et t'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans? Et là, lui, il y a quelques semaines, la ministre de l'Égalité en France a envoyé une lettre, en fait, à TikTok France pour demander à ce qu'on bannisse le compte de Adé Laurent parce qu'il serait représentant du masculinisme et il serait très misogyne, c'est ça qu'on dit. Moi, personnellement, pour avoir été en contact avec le contenu de Adé Laurent, il y a plein de choses qui me sont venues en tête, comme en écoutant ce contenu, comment c'est stupide des fois, comment c'est immature ou c'est pas intéressant, mais jamais comme j'ai eu un feeling de misogynie, souvent dire « Ah, tous les gars qui calculent les body count des filles, vous, c'est pas correct, les filles devraient être autant libres que les gars. » Tu sais, il était beaucoup sur l'égalité sexuelle, sur comme l'ouverture, ou je sais pas trop, mais il a été visé par la ministre de l'Égalité en France, et son compte a été banni. Et là, ça a fait beaucoup de controverses. C'est pour ça que lui a été invité à témoigner. Mais le vrai représentant de la classe masculiniste, disons, en France, c'est Alex Hitchens. Ça, c'est vraiment, si vous avez déjà entré en contact avec son contenu, c'est vraiment comme du copy-paste, donc du copier-coller de Andrew Tate,
traduit. Son nom, Alexis Chance, est tiré d'un film de Will Smith qui s'appelle Hitch. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, là, mais c'est où est-ce que Will Smith est comme un coach de dating et donne des cours de séduction à des losers pour se guetter des filles belles à New York. Tu sais, c'est comme un film que j'ai étrangement beaucoup écouté dans mon adolescence parce qu'il jouait souvent genre à TVO, à super écran, genre. Fait que j'ai souvent écouté Hitch. Ça t'a donné des trucs. Ouais, exactement. Lui a été là, il a commencé à témoigner, et je trouve intéressant parce que on parle de cette commission d'enquête sur les impacts psychologiques de TikTok, mais dans le fond, je vais vous dire c'est quoi le mandat de la commission d'enquête. Elle est présidée par le député Arthur Delaporte, et elle a 4 mandats. C'est dit d'étudier et de quantifier les dispositifs de captation de l'attention utilisés par TikTok, examiner les risques liés à l'exposition des jeunes utilisateurs au contenu dangereux et à l'addiction numérique sur la plateforme, de proposer des mesures concrètes visant à protéger les mineurs, notamment en matière de régulation des contenus, d'afficher une analyse comparative des algorithmes de recommandation et des dispositifs de protection des mineurs mis en œuvre par TikTok et par sa version chinoise Douyin. Je trouve ça très intéressant parce que déjà le 4e point, c'est comme un trope qui revient souvent dans l'actualité. Ça avait été diffusé à Joe Rogan, il y a un invité qui avait été là-bas puis ça avait commencé comme ça, qui avait dit sur la version chinoise de TikTok, les jeunes voient pas de contenu stupide, ils voient juste du contenu d'ingénierie, ils voient juste du contenu d'histoire, ils voient aucun contenu abrutissant, et la Chine envoie à tous les enfants du reste de la planète du drama, des cris, du contenu sexuel, peu importe, tout pour les rendre plus fous. Ce serait comme ça que la Chine s'assurerait de dominer les 50 prochaines années, c'est en abrutissant le reste de la planète. Puis c'était rendu jusqu'au New York Times. Ça s'est rendu même, en fait, jusqu'au Sénat. Quand le PDG de TikTok avait témoigné, on lui avait demandé directement, il avait dit non. Mais la Chine a des dispositifs très clairs puis des lois très strictes sur les écrans et les enfants. Donc, TikTok, eux, ils disent, nous, on fait juste suivre les lois qui sont mises en place. Si on n'a plus le droit de donner TikTok à des enfants à partir d'une certaine heure, ben, on va suivre les règles du pays en place. Donc, c'est ça un peu l'argument de TikTok. Mais moi, qu'est-ce que je trouve intéressant avec cet exercice de la France, c'est que de un, c'est purement du spectacle, ok? Puis c'est comme un spectacle, mais qui est pas nécessairement légal, parce que cette commission d'enquête, quand elle dit à Alexis Chance, puis tu sais, je prends cet exemple-là, ou à Adé Laurent, que qu'est-ce que vous avez dit, c'est mal, ben elle a aucune autorité pour porter ce jugement-là. Une commission d'enquête, là, en ce moment, c'est faite pour prendre conscience de qu'est-ce qui se passe et pouvoir établir une législation. C'est pas un tribunal. Ouais, c'est prendre le pouls d'une situation. Exact, puis il y a eu une espèce de mélange de style où est-ce que justement Adé Laurent ou Alexis Chance sont venus là en mode défensif. Puis on s'est mis à interpréter leurs propos, à leur lire qu'est-ce qu'ils disaient, puis à leur dire qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire ça. Puis ça a créé un spectacle qui est devenu extrêmement viral. Les jeunes Français étaient comme, on est vraiment le pays le plus divertissant au monde, et ils ont raison. Comme moi, je trouve que quand j'ai vu ça, c'est comme c'était purement français de faire venir Nasdaq, par exemple. Pour les gens qui connaissent pas, c'est l'influenceur le plus suivi sur Snapchat en France. Il est très connu parce qu'il vient de quartiers les plus défavorisés en France, puis il publie des vidéos avec les jeunes de son quartier. C'est devenu comme des personnages, il a créé un lore. Puis là, vu qu'il est devenu très populaire, il est devenu très riche, il a refondé des plus grandes vies, ils ont commis des makeovers. Tu sais, il a fait des vidéos où est-ce qu'il donne 20 € à tous les jeunes de son quartier pour laver la rue. Puis là, le député lui dit, OK, mais est-ce que c'est du travail réglementé, ça? Vous faites travailler des gens. Tu sais, puis Nasdaq, qui est pas comme quelqu'un de très articulé ou peu importe, lui a dit, ben là, vous laissez notre quartier de côté, il y a pas d'entretien. Moi, j'essaie d'aider ma communauté. Oui, les petits jeunes, on va leur montrer comment travailler, puis on va les faire laver la rue, puis on va les rémunérer pour ça. C'est pas encadré, mais comme moi, je veux aider ma communauté, tu sais. Fait qu'il y a eu plein de débats qu'il y avait pas sa place d'affaire, puis il y avait une bonne chronique dans l'émission Quotidien qui joue en France, parce que justement, mais il disait que c'était un pur genre exercice qui avait aucune autorité, puis qui enlevait de l'autorité à l'Assemblée nationale parce que c'était qu'un clown show. Puis le fait que ce député-là, Arthur Delaporte, arrêtait pas de dire « Je suis le président », c'est moi qui décide. Ça a mené au fait qu'une des personnes qui témoignent a quitté 20 minutes après le début de son témoignage, Alexis Chance, puis il essayait de lui faire croire qu'il avait brisé des lois. Tu sais, je trouve que c'était l'espèce d'escouade jeune de l'Assemblée nationale française qui prend un dossier en main. Tu sais, tous les gens autour de la table, tu les vois se préparer un peu, l'émission Quotidien est allée filmer leur préparation, puis ils font des scripts, c'est comme « moi je vais être le gentil, toi tu vas être le méchant ». C'est comme pour eux, c'était comme... Ben ça ressemble quasiment à du true crime. Tu sais, comme quand les policiers vont questionner, interroger un suspect, puis tu sais, on va essayer de lui faire cracher le morceau.
Exact, puis c'était pas du tout le cadre pour faire ça. Ben moi, j'ai quelque chose à ajouter là, par rapport à Adé Laurent qui s'est quand même fait supprimer son compte TikTok du jour au lendemain à cause d'une ministre, Aurore Berger, donc ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis allée chercher, en fait, je me disais, bon, est-ce qu'il y a pas une sonnette d'alarme à tirer par rapport à ça, tu sais, notamment en ce qui a trait aux travailleuses du sexe. Puis justement, là, j'ai vu un tweet d'une travailleuse du sexe française, Juju Bretonne, sur X, qui disait « Quoi qu'on pense d'Adé Laurent », donc même si c'est un personnage peut-être que, tu sais, qui suscite... Mais il y a des controverses qui suivent, là, c'est comme s'il n'y a pas un... Donc je pense qu'il est mis en examen pour agression sexuelle, mais bref, je vais lire son tweet. Donc, quoi qu'on pense d'Adé Laurent ou non, l'enjeu, c'est de ne pas laisser arbitrairement un ministre décider qui a le droit de citer ou non sur les réseaux sociaux. Puis là, je saute des bouts de son tweet, là, mais elle dit que Aurore Berger s'inscrit parfaitement dans une logique de criminalisation du travail du sexe. Et là, elle poursuit les arguments qu'elle avance, donc la ministre, pour faire supprimer le compte d'Adé Laurent sont l'hypersexualisation et l'image dégradante du corps des femmes que, soi-disant, le TikToker véhiculerait. Pour Juju Bretonne, ça sous-entend grosso modo que les femmes ne devraient pas s'habiller de manière sexy, surtout sur les réseaux sociaux, etc. Donc, après le voile et le crop top, ce gouvernement est donc toujours à s'attaquer à la manière dont s'habillent et se comportent les femmes, tandis que les masculinistes passent leur temps à insulter, rabaisser et appeler à la haine et au harcèlement des féministes ou des femmes en général sur le net, avec des conséquences directes sur la vie des concernés. Mais a priori, ce n'est pas ça la priorité du ministre. Donc, elle a vraiment ciblé un travailleur du sexe. Puis c'est ça, puis l'exemple qu'il donnait justement dans la commission d'enquête, c'est un clip de live de Adé Laurent où est-ce qu'il y a une travailleuse... parce que lui, dans le fond, il fait comme presque une tribune téléphonique. Il fait rentrer tout le temps des gens dans le live, puis il discute avec eux. Puis, désolé, mais juste dire que les lives, à la base, c'est censé être 18 ans et plus sur TikTok. Exact. Puis ça, il fait rentrer des gens dans les lives. Puis là, à un moment donné, ils mettent ça, ils diffusent ça à l'Assemblée nationale. C'est une fille qui rentre, qui a une poitrine quand même volumineuse. Puis lui, la première chose qu'il lui dit, c'est qu'elle a des gros seins. Genre, c'est comme, vous voyez comment il dégrade l'image du corps de la femme parce qu'il a pointé. Il a fait une réaction comme, oh my god, genre, t'es chargé en avant, de quoi. Il dit de quoi de stupide, genre. Puis là, c'est comme, vous voyez un exemple de lui qui est misogyne. Puis aussi, je veux dire, il y avait obligation de devoir s'identifier avec une photo sur les sites pornographiques en France. Cette législation se passe. J'ai pas, comme la mise à jour, je pense peut-être elle a passé. Il y avait même une travailleuse du sexe québécoise qui est allée manifester là-bas en France pour enlever cette législation. Donc, c'est à toute charge sur l'industrie du travail. Ben oui, c'est comme si on utilisait finalement les femmes qui, tu sais, comme des victimes pour créer des lois, générer des lois qui vont justement précariser encore plus les travailleuses du sexe. Pour finir les DigiNews, on apprenait aussi cette semaine que le jeune créateur des vidéos Backrooms là, sur YouTube, il s'appelle Kane Parson, il a 19 ans. Il va être réalisateur sur un film d'horreur produit par le studio A24. Donc l'adaptation de ces vidéos Backrooms. Sound, camera, rolling. All right, and action. Ça serait le plus jeune réalisateur dans l'histoire de ce studio-là, à qui on doit notamment Euphoria. Ça nous intéresse parce que qu'est-ce que les Backrooms? En fait, c'est une légende, ça fait partie du lore Internet, c'est une légende urbaine, mais quand on parle d'Internet, on peut dire des creepypasta, parce qu'à la base, je pense que ça vient du fait qu'on copie-colle ces légendes-là sur des forums. Les Backrooms, je pense que j'en ai déjà parlé même à Café Snake, il me semble, mais c'est une fiction, un lieu fictif qui aurait été inventé autour de 2019 sur 4chan. Puis, c'est un exemple aussi de ce qu'on appelle les liminal space, donc les espaces liminaux, les entre-deux. C'est vraiment comme une succession de corridors, de pièces labyrinthiques où on a l'impression que quand on se promène là-dedans qu'on n'en sortira jamais. Des pièces qui ressemblent un peu à des bureaux dans des tours de bureaux abandonnés avec genre un tapis gris, puis le ciment, des néons au plafond. Hello? Is someone there? Dans la légende urbaine, c'est un espace ou une espèce de dimension à laquelle tu accèdes comme quand t'es dans un jeu vidéo, puis tout d'un coup, tu rentres à travers les murs. Tu sais, ton personnage, il peut juste comme
rentrée. En 2022, l'Américain dont je vous parle, le YouTuber Kane Person, a commencé une série qui s'appelait Backrooms, des courts-métrages qu'il publiait sur YouTube qui étaient vraiment inspirés de cette légende-là Internet des Backrooms. Ça a généré des millions de views. En 2023, le studio A24 a annoncé qu'il allait justement se saisir de cette série de vidéos-là puis la transformer en film. Et à cette époque-là, on disait que c'était un des investissements les plus importants à Hollywood en ce qui a trait à acheter une propriété intellectuelle qui venait directement d'Internet. L'éditrice en chef Dana Harris Bridson de IndieWire dit que c'était un nouvel archétype pour les films indépendants. Elle a dit, tu sais, le studio A24 a pas juste acheté un court-métrage qui avait l'air prometteur par un cinéaste qui sortait de l'école secondaire. Il a acheté un écosystème en entier, dans le sens où il y a vraiment des fans, où il y a vraiment une communauté, soi-disant, de l'engagement qui est déjà là, puis que ça peut être un potentiel pour créer de la merch, des spin-offs. Ben c'est ça, c'est comme ça que le cinéma aime investir depuis les 10-15 dernières années sur la propriété intellectuelle qui existe déjà. C'est souvent faire des adaptations de livres, qui a déjà une grosse communauté, les comic books. Et là, c'est ça, comme tu as dit, c'est un des plus gros investissements dans de l'IP qui vient de l'Internet. Il y avait eu aussi Michael Bay qui avait pris les droits pour refaire Skibidi Toilette. Là, on entend des annonces par rapport à ça. Mais pour Backrooms aussi, les producteurs exécutifs, ça va être James Wan. James Wan qui est comme un réalisateur puis producteur de films d'horreur à grand succès, tu sais, fait comme il va être quand même entouré de gens qui font ça depuis longtemps. Je sais pas, moi je suis pas un fan de films d'horreur de base. Moi non plus. Empathie, je trouvais ça spooky, là. Ok, c'est vrai, t'aimais pas ça. OK, donc j'ai appelé mon sujet le marché des prompts québécois. Quand on parle de prompts, on parle des instructions qu'on va donner au LLM de type ChatGPT. Donc, c'est les consignes que donnerait un utilisateur, par exemple, à ChatGPT pour décrire la tâche qu'il veut que ChatGPT accomplisse. Par exemple, je pourrais dire en ce moment à ChatGPT I want a low-angle shot, high contrast, big flash. Munir, mayor of Laval, is dressed as a CEO. He is strolling through a marble lobby with sunglasses on, slow blur. Puis là, ça va avoir l'air luxueux, mais ça va rien coûter. Pas de cam, pas de studio, juste ChatGPT, Midjourney et Sora. Et voilà, on peut partir notre brand de coaching personnel, Munir.com. L'idée, c'est qu'on n'a pas eu à louer de lobby en marbre, on n'a pas eu à engager de maquilleuse ou de maquilleur, on n'a pas eu à engager de styliste, de photographe, ni même détenir de la vraie richesse. On a juste eu besoin de générer des vibes. La vibe du lobby, la vibe du maquillage, la vibe d'un styliste et la vibe du photographe, mais aussi la vibe du luxe. Fait que ça, c'est évidemment pas mon discours, là, parce que moi, je suis quand même assez AI critique, disons. Mais c'est le discours d'un prompt hustler, un compte qui existe, qui est parti de l'Angleterre. Prompt hustler, c'est le nom que je vais donner à ces genres de nouveaux comptes-là qui pop un peu partout sur le web depuis une couple de semaines, puis qui semblent vendre un savoir-faire, tu sais, précis, celui de écrire des bonnes prompts. J'ai vu qu'il y avait un nouveau mot pour dire ça, là, des master prompts, pour vous générer du contenu qui a l'air professionnel, mais justement sans engager de professionnels. On a-tu une traduction pour prompt? Ouais, c'est ça. La traduction, c'est instruction générative, je pense. Yes. On a tout le temps les... Il y en a comme 3 si tu vas sur la vitrine linguistique. Je vais vous faire écouter la bande sonore d'une vidéo qu'on retrouve sur un compte de Prompt Hustler, Made Nico, qui a commencé à poster fin mai. You're getting boring, basic results from your AI, and it's because you're describing actions, not feelings. Girl running is flat. Say she's running like she's chasing a memory she can't prove was real. Now that's not just movement, it's a story. Just within that one line, she's holding heartbreak, she's holding urgency, and she's holding regret. So you need to describe the emotion behind it. Because AI can do more, but only if you do too. Ce que moi, je remarque surtout, c'est que dans le discours des prompt hustlers, on est vraiment dans le langage des vibes. Puis ça me fait penser un peu à l'hyper-réalité dont on a souvent parlé. On n'est pas en train de définir ce qu'est quelque chose, mais on est vraiment après définir comment la chose qu'on veut vendre, par exemple, a l'air. C'est quoi les vibes de cette chose-là? On va même jusqu'à dire que dans une publicité là, que je vais vous faire écouter, on n'a pas besoin d'avoir un produit pour commencer à le vendre. L'exemple qui est donné, c'est qu'on n'a pas besoin de chapeau pour vendre de chapeaux. You don't need a studio to sell hats. You don't need models, warehouses, stock. You don't even need the actual hat. You just need taste and AI.
I use prompts to generate the full campaign. Lifestyle shots, close-ups, streetwear angles, different textures, moods, face shapes, styled to match the vibe. No shipping, no samples, no holding inventory. Just the design, the mock-ups, and the right visuals to make people want it. Put it on Printify, make money online without ever touching a product, let alone a camera, a warehouse, or a model. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que, bon, les prompts se professionnalisent, les vibes, peut-être, qui est intéressant, c'est que certains prompt hustlers vont s'adresser directement aussi aux gens qui vendent déjà des vibes sur Internet. Donc, les coachs personnels, les girl boss de tout acabit, le monde qui font de la vente pyramidale. Ils disent, par exemple, « Hey, vous vendez des forfaits à 5 chiffres, mais votre identité visuelle, ça crie Canva, essai gratuit avec une mauvaise connexion Wi-Fi. » Pire encore, vos prompts, ils génèrent des stocks photos qui ressemblent aux mêmes stocks photos que tous les MLM, les soi-disant girl boss sur Instagram. Donc, vous parlez premium, vous coachez premium, c'est vraiment, ça s'adresse aux coachs personnels, mais vos visuels ont zéro présence, zéro histoire, aucune vibe. Vous vendez pas de l'information, vous vendez des fils, vous vendez ce à quoi la vie ressemble après avoir fait affaire avec vous. Vous construisez un monde, un feeling, un fantasme, donc faites affaire avec moi, tu sais, le prompt hustler. C'est comme si il y avait une couche d'artificialité supplémentaire qui venait se superposer à quelque chose qui est déjà de l'ordre du paraître. Dans les dernières semaines, ben il y avait, tu sais, il y a ça, il y a vraiment du prompt hustling de ce type-là, mais sur TikTok, il y avait aussi vraiment beaucoup de vidéos générées par l'IA dans la foulée de, tu sais, du lancement du nouvel outil de génération d'images par intelligence artificielle VO3 qui a été lancé par Google. Toi, t'en as vu, moi j'en ai vu. Le contenu français que je voyais, il était souvent autour de moments d'histoire. C'est comme des parodies historiques, mais qu'est-ce qui était uncanny, c'est que les gens, mettons, médiévales, ils tenaient des selfie sticks, puis ils bloguaient, ou ils vloguaient. C'est comme si un gars était là, « Oh, bonjour, je suis à la Grande Muraille de Chine, dans la bataille entre les Han et les Ça », puis il porte un selfie stick. Il fait comme si c'était un vlogueur, genre. On est en 1400 et je suis avec le premier immigré maghrébin du nom de Karim. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Karim, là ? Je suis là pour les allocations. À quoi ressemble ta vie en ce moment, Savia ? Je me suis réveillé, j'ai marché dans de la merde, je me suis fait taxer tout mon argent et tout ça avant le petit déjeuner. Est-ce que tu apprécies ton travail, Vincent ? Ouais, c'est sympa, un travail honnête quoi. Et personne ne manque de respect. C'est quoi son travail honnête? Ben c'est un exécuteur là, c'est un bourreau. C'est ça. C'est lui qui coupe les têtes. Personne ne manque de respect, mais moi c'est ça je trouve, c'est refaire des vox pop, tu sais, comme le monde ils refont beaucoup de vox pop, tu sais. Ou est-ce qu'ils vont justement te demander, genre, est-ce que tu savais que t'étais de l'AI? J'avais même vu un qui était comme weirdly existentiel. C'est comme, si je suis du AI, pourquoi je suis fucking broke? Genre, refaites-moi une autre vie. Pis ça, au Québec, on a déjà dit que l'humour prend quand même beaucoup de place au Québec. Ben, la plupart des comptes de prompt hustler que j'ai vus se présentent comme avant tout des pages de mimes qui font référence vraiment à la culture web Internet du Québec, genre Olivier Prémo qui dit déguste des poutines, la bijouterie Médusa, le grainage de drink de Kevin Parent, le centre d'achat, le Royal Mount, même le foufou sauce graine. Puis tout ça avec des personnages animaliers. Donc ça, c'est comme particulier au Québec, I guess. Non, c'est pas particulier au Québec. Okay. Mon ami m'a envoyé un en anglais américain, un gorille qui boit du laxatif et qui se noie dans ses excréments. On va en mettre juste un avant. Salut mes tatas, je voulais faire un vlog de nuit pour vous raconter que hier, je me suis fait grainer mon verre au bar. Puis je pense que le gars m'a suivi dans la forêt. Hostie! Y a de quoi qui craque dans la forêt? C'est mes fesses qui craquent, tabarnak! Bon, la gang, j'étais stressé pour rien. Il y avait personne qui me suivait. Puis je vous jure, plus jamais je me tape la sauce complète dans mon ramen bouldac. J'ai le trou de balle en flamme. Je vais finir le vlog là-dessus, je veux pas beurrer la caméra. Puis en plus, il y a le loup-garou du campus qui start dans 5. Les gorilles, ils parlent souvent de leurs graines, by the way. C'est aussi adjacent aux internets. Ils parlent beaucoup de zines. Aujourd'hui, on est au lac des Zines, à Tadoussac. Il y en a qui pêchent du saumon. Moi, c'est des zines. Ça va pas plus loin que ça. C'est tout le temps des blagues, ça capitalise sur l'humour pour générer de l'engagement. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a comme un accent vraiment québécois. Mm-hmm.
Puis là, les comptes dont je parle, là, j'en ai noté une couple. Il y a Jen My Film, qui va publier des aventures sur Martin le Yeti. Il y a Gorille.qc, Sasquatch QC, Raccoon QC, Yeti des Neiges. Puis ça semble tout émaner de la même personne ou du même groupe de personnes. Parce que finalement, quand tu vas cliquer dans les liens qui sont dans leur bio, ben t'arrives sur des pages qui veulent te vendre des packages pour être capable de créer ce type de vidéo-là avec des prompts. Par exemple, ça dit « Génère des vidéos comme moi, accent instantané, 20$. Apprends à créer des vidéos d'animaux avec l'IA, force un accent québécois, puis monétise ta page TikTok. » Il y a vraiment cette idée de créer du contenu directement pour le public québécois avec l'AI. 50% off, deal disponible aujourd'hui, aucune expérience requise. Puis là, ensuite, il y a même un schéma qui essaie de te convaincre de pourquoi tu devrais utiliser leurs prompts. Là, il y a comme un petit dessin cheap de gorille avec un drapeau du Québec, puis c'est écrit un prompt de marde qui ne fonctionne pas. Puis là, le prompt, c'est « A gorilla holding a Québec flag ». Juste à côté, on voit un gorille réaliste en 3D qui déguste une poutine, puis c'est écrit « No prompts, testé et prouvé ». J'ai cliqué, en fait, sur leur lien. J'ai cliqué sur « Accéder à notre stratégie secrète qui nous génère des millions de vues par semaine », puis avec comme quelques fautes d'orthographe. Là, il y avait tout un formulaire « Remplis tes informations pour acheter la stratégie IA québécois de contenu ». Puis là, j'ai comme arrêté là parce que j'avais pas le goût de donner mes informations. Ah ben là, on voulait voir tes mimes. Mais dans un des vidéos, je pense que c'est Gorille QC, il disait d'aller installer Flashloop sur le App Store. Donc, j'étais allée regarder c'était quoi Flashloop. Évidemment, ça ressemble à une application pour créer des vidéos générées par l'IA. Mais toutes les reviews que j'ai lues dataient de à peu près du mois de juin, là, littéralement, puis donnaient 1 étoile. Puis disaient, comme par exemple, 23€ pour rien, les vidéos ne se produisent pas, tout reste en attente des heures et des heures. Puis quelqu'un d'autre a écrit « Arnaque ». Abonnement acheté pour 0 crédit, donc 0 vidéo. Donc, ça a l'air un peu dodgy. Mais c'est ça. Moi, je pense que les gens qui font une application comme ça, ils disent qu'ils veulent... Tu leur dis qu'est-ce que tu veux, puis eux, ils vont le générer avec Veo 3 pour toi. Genre, c'est comme tu commandes une vidéo, puis là, eux, ils vont la prompter pour toi, genre. Je pense que c'est comme un intermédiaire parce que Flashloop, mettons, ils n'ont pas de IA générative pour générer des vidéos. Moi, j'ai une hypothèse aussi pour l'accent québécois. Je pense pas qu'il est nécessairement généré par IA, mais je pense que c'est juste un voice-over. Ben, parce que les lèvres bougent avec. Non, moi, je pense que Google, tu sais, ça a fait les nouvelles, on en a même parlé dans le Café Snake, que Google Translate avait ajouté l'accent québécois. Cette IA-là, elle génère aussi le son. Fait que c'est ça qui est différent de Sora, mettons, de OpenAI. C'est que dans VO3, tu peux non seulement générer quelqu'un, mais tu peux générer quelqu'un qui parle. Je vais juste souligner une pente glissante aussi, parce que dans quelques vidéos comme ça, là, qui mettent en scène des gorilles, il y a souvent le N-word qui est prononcé. Il y a comme un petit côté raciste à la chose. Tu sais aussi, j'ai remarqué que mettons les jeunes sur TikTok ou dans les chats Twitch, quand quelqu'un fait quelque chose de stupide, ils vont souvent dire que c'est un gros singe. C'est pas connoté racialement, mais je pense que singe, c'est comme un mot qui est en vogue. Anyway. J'ai trouvé ça intéressant que sur le Québec Talk, les prompt hustlers se posent plus ou se présentent comme des pages de mimes. Ça m'a aussi fait penser à un texte que j'ai lu récemment de l'infolettre Kneeling Boss de Drew Houston qui s'appelle We don't need to see ads once they're implicit in everything. Ça parlait de la place de la publicité dans l'écosystème médiatique dans lequel on vit. Le gars parle des panneaux d'affichage, tu sais, des signes physiques qu'on voit, par exemple, quand on fait de l'autoroute, ou même les pauses publicitaires à la télévision, puis disent que ça devient quasiment comme une relique d'une autre époque, parce que à cette époque-là, la publicité, c'était vraiment un élément fixe, puis on pouvait la reconnaître dans le paysage, tu sais, elle était délimitée, il y avait des frontières. Par exemple, s'il y a une pub qui joue à la télé, tu fais juste comme te lever, va faire pipi, va prendre un verre d'eau, tu sais, tu peux un peu la fuir, parce que elle avait une place qui était fixe dans l'environnement. Maintenant, la publicité, elle se fond dans l'environnement, c'est un élément qui est fucking fluide, c'est comme si elle nous enveloppait. Puis une grande partie du paysage numérique, c'est toujours un peu de la publicité. Ça peut être de la publicité pour le podcast, par exemple. La distinction entre qu'est-ce qui est de la pub, qu'est-ce qui est pas, ça devient, tu sais, très difficile de trancher finalement. Il parle aussi de Deleuze qui, il y a 30 ans, aurait dit que c'est de plus en plus difficile. Là, on parle pas de publicité, mais cette idée de séparation, là, tu sais, il y a de moins en moins de séparation dans notre monde. C'est comme les frontières entre les choses sont très poreuses. Puis lui, il parlait de la séparation entre travail, école. Tu sais, avant, c'était comme ou même maison.
il y avait une séparation qui était physique. On quittait un lieu, puis là, on arrivait à la maison, puis c'était la maison. Là, en ce moment, c'est comme si on est à la fois à la maison, à la fois au travail, cette idée qu'on a notre cellulaire dans notre poche, donc tout nous suit, tout est collé à notre corps. Là, il disait, dans une société de contrôle, les entreprises, fait que là, on peut penser aussi à la publicité, elles prennent la place des usines, et une entreprise, c'est comme une âme, c'est presque comme un gaz qui circule dans l'air, qu'on respire. Il y a cette idée que, tu sais, même maintenant, quand on scrolle sur TikTok, quand on tombe sur une joke, quand on tombe sur un meme, ça peut être aussi une publicité pour nous vendre une espèce de package de AI prompts. Ben moi, je trouve ça intéressant aussi, toute la science autour des prompts, parce que j'ai un ami qui est prof de français au secondaire, puis il a décidé de faire pour une de ses évaluations d'écriture qu'il allait enseigner aux élèves comment utiliser ChatGPT, parce qu'il était comme, tant qu'à ce qu'ils utilisent ChatGPT à l'école, mais on va leur montrer comment faire des bons prompts. Puis il a commencé à évaluer ses élèves sur leurs prompts. Pour écrire un bon prompt, ça prend non seulement être capable d'écrire, mais aussi de comprendre, de lire. Il y a un aspect de lecture. Il y a une expertise, là. Moi, je veux devenir un professionnel des prompts. Ouais, mais tu sais, si j'avais une autre chose à ajouter par rapport à ce petit segment-là, c'est que, tu sais, on parle souvent de cette hyper-réalité qui est comme remplie de simulations où le réel puis la fiction se mélangent, deviennent très difficiles à départager. C'est fascinant de voir que les pages de Prompt Hustler, par exemple celle de l'Angleterre sur laquelle je suis tombée, qui nous montre comment avoir l'air professionnel sans être professionnel, c'est comme si tout devenait simulation. J'ai trouvé ça intéressant, tout ce langage autour des vibes, parce que les vibes, on en a déjà parlé aussi. On dit que c'est comme une orientation, c'est même pas quelque chose, c'est pas c'est cool, c'est les vibes sont cool. Donc il y a comme cette idée qu'on s'en va vers le cool, mais on n'est pas là. Puis il y a ça aussi dans la spéculation, comme on s'en va vers la richesse, mais on n'est pas là. C'est comme si on était des corps orientés, on parlait de mouvement plus que d'objets, de choses qui sont tangibles. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, mon segment, qui va être un peu, qui s'inscrit un peu dans la tradition de Café Snake, là, de moi qui fait juste arriver puis parler de rap québécois. En fin de semaine, j'étais au festival Mural. Il y avait un événement qui était organisé par Montreality. C'était un spectacle de rap où il y avait deux rappeurs américains le soir, Molly Santana et Swappa, qui sont des rappeurs underground américains. Mais avant ça, en première partie, il y avait un événement qui s'appelait, je pense, c'est Cheyenne présente Kinji, Monzi Monzo, Scan et ZFR, Mizrabel et Franz Kello. Je pense qu'il y avait aussi Calibre, qui est un autre rappeur. Cet événement-là, j'y étais avec le YouTuber Shine West qui streamait. Donc j'ai participé au stream, j'ai participé à tout l'événement et j'ai vraiment pu voir une nouvelle scène de rappeurs émerger comme en temps réel. C'était la première fois qu'ils étaient tous sur un show en même temps. Pour les gens qui replacent pas qui sont tous ces rappeurs-là, Monzi Monzo, c'est eux qui ont fait la chanson Je suis geek en tabarnak. My God, je suis geek en tabarnak. C'est un big body Cadillac. Goofy boy, il prend les smacks. Yeah, yeah, my God, jamais j'suis en train de lac. J'pop des pills, je smoke des cracks. Yeah, ta baby, FM chat. Kinji 00, c'est un rapper qui va sauver le Québec. Ma flop préférée, là c'est Valentin, je l'ai donné. Des choses illégales, j'en fais pas. J'en fais 10 d'un tabarnak, il a fallu. Vive le Québec libre. Et Scan et ZFR, c'est les gars qu'on verrait dans des vidéos où est-ce qu'ils sont dans un maxi puis ils font du meme rap un peu. Le design sans souci, mon twin, ils sont down au maxi, would fly all du pays, Et c'est de ça un peu que je veux parler, c'est comment cette nouvelle génération de rappeurs s'inspire des codes de l'internet et de la mimétique pour devenir viral. Ça veut pas nécessairement dire qu'en ce moment, ils ont une base très active d'auditeurs, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont écouté leur musique. Puis ça, je pense que ce segment-là, il rejoint un peu le segment que j'avais fait sur les meme pages il y a quelques semaines, parce que je trouve que les deux arrivent en même temps, et les deux s'auto-alimentent, parce que c'est la nouvelle génération de pages de memes a beaucoup utilisé, par exemple, Geek en tabarnak, ou une chanson, ou Fleur de Lys, par exemple. Donc, juste faire une petite histoire, là, du rap québécois montréalais. Rapidement, il y a eu plusieurs vagues de rap au Québec. Il y a beaucoup de débats, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin des années 90, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de rap, qu'on pourrait penser à Mosaïen, Dogmatic, puis si on monte après,
avait dans les années 2000, il y avait Sans Pression. Après, on peut même mettre Loco Loca Sada. Il y avait beaucoup de rap qui émergeait du Québec en même temps que ça arrivait aux États-Unis, peut-être décalé de 5-10 ans. Mais on avait, somme toute, la même vague de rappeurs qui se passait. Sauf qu'au Québec, qu'est-ce qui est pas arrivé, qui est arrivé un peu partout dans le monde, ou surtout aux États-Unis puis en France, c'est que quand des rappeurs sont arrivés dans les années 2000, comme nous ici, on a eu Connaisseur Ticazo, on a eu Rain Man, on a eu plusieurs rappeurs qui étaient très populaires dans les scènes urbaines, ils ont pas été mélangés avec la culture mainstream québécoise. Je vais m'expliquer, ok? Parce que, mettons en France, quand le rappeur Booba ou Caris ont connu un immense succès en France, ben ils ont été invités sur les gros plateaux français pour expliquer leur genre de musique. Ça a donné place à des scènes où est-ce que le rappeur Lafouine ou Caris ou Booba doivent expliquer à Éric Zemmour, qui était le fou du roi, on n'est pas couché, c'est pourquoi qu'il fait du rap et pourquoi qu'il fait ça. Ça a normalisé le genre musical dans la scène mainstream française. Puis là, je parle pas vraiment des États-Unis, je trouve le comparatif est plus facile avec la France. Ça a fait en sorte que le rap était vraiment intégré dans la culture française d'une certaine façon parce qu'ils pouvaient participer aux mêmes événements, aux mêmes galas, aux mêmes shows de télévision. C'est pas arrivé au Québec. Il y a même dû avoir les gars du groupe 8-3, des rappeurs originaires de Québec, qui ont dû crasher le gala de la disque pendant que Guy Lepage était sur le stage pour dire que la catégorie rap devrait être télédiffusée puis que c'était un gros manque de respect. Donc au Québec, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le rap a jamais vraiment été inclus dans l'industrie culturelle québécoise. Puis ça a eu des conséquences à long terme qu'on voit comme vraiment pas encore. Puis quand j'en parle, mettons dans des plateformes comme Rap Politique, on comprend pas qu'est-ce que j'essaie d'expliquer parce que genre c'est comme je sais pas comment dire. Mais là parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce que j'essaie de dire. Genre là, je suis comme non, mais parce qu'ils sont encore dans le déni, en fait. Un jour, ils vont réaliser. Qu'est-ce que ça a fait que partout dans le monde, le rap soit inclus dans la culture mainstream? C'est que quand le rap est devenu le genre de musique le plus populaire au monde à la fin des années 2010, c'est arrivé partout, sauf au Québec. Le rap était immensément populaire aux États-Unis, encore aujourd'hui, mais un peu moins, on sent qu'il y a une descente, en France aussi, mais en France, justement, le rap descend pour faire venir en plus des sonorités qui sont caribéennes ou genre africaines, les afrobeats, le bouillon, la musique créole, tu sais, on parle beaucoup plus de ça ce temps-ci que du rap, mais quand même, le rap a eu son moment mainstream, ils ont des grosses institutions, des gros labels de musique. Ça a fait en sorte que à la fin des années 2000, jusqu'au milieu des années 2010, quand Musique Plus a fermé, il y a eu un creux dans le rap. Parce que s'il y a une institution culturelle québécoise qui a donné de la place au rap, c'est Musique Plus. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont pu exister culturellement au Québec juste à cause de Musique Plus. Mais quand Musique Plus a fermé, il y a eu un creux. Puis ça a été l'avènement des plateformes de streaming puis de YouTube qui a fait en sorte qu'il y a eu une nouvelle vague de rap au Québec qui est née organiquement. Puis là, il y a eu des succès comme ça a commencé, certains diront avec genre Télus en 2014, un rappeur qui s'appelle Télus, mais il y en a eu plusieurs autres avant, mais vraiment que ça générait des centaines puis des centaines de milliers de vues. Il y en a beaucoup qui diraient c'est 2015, 2016. Pendant ce temps-là, il y avait des rappeurs québécois qui étaient mainstream, il y avait Dead Obies, il y avait Loud, il y avait À la Claire Ensemble, il y avait peu importe ça, mais c'était un peu déconnecté de l'essence du rap qui est comme les quartiers défavorisés, les quartiers difficiles du centre urbain qui est Montréal. Les gens à Saint-Michel ou à Montréal-Nord écoutaient pas de Dead Obies. Fait que oui, Dead Obies était à Tout le monde en parle, puis moi, dans ce temps-là, je viens de Laval, j'étais sur la Rive-Nord au cégep, j'adorais Dead Obies, mais c'était pas en phase avec comme la culture, genre avec un grand C. Toute cette histoire-là, c'est juste pour dire que l'évolution du rap au Québec a pas été la même que partout dans le monde. Là, en 2016, oui, il y avait Dead Obies, oui, il y avait Loud, oui, il y avait tout ça, mais il y avait pas comme cette espèce de mix de comme non, c'est des rappeurs de Saint-Michel, de Montréal-Nord qui sont à Tout le monde en parle. Non, c'était des rappeurs de Sainte-Julie, i.e. de Lobies qui viennent de Sainte-Julie puis de Granby, tu sais. Qu'est-ce qui est arrivé en 2016, c'est que plusieurs rappeurs ont blow up sur YouTube, sur Spotify. On peut penser à Enima, White Bee, Lost, Tizo. C'est tous des noms qui sont vraiment devenus connus à la fin des années 2010, mais ça s'est essoufflé. Puis il y a eu la COVID, puis là, ils ont pu faire de show, puis là, tous ces gars-là, ils ont vieilli, puis ils sont plus... Puis le rap, c'est un sport de jeunes, ça prend de la jeunesse, c'est très... Un sport. Ben oui. Mais tu sais, t'as des enfants, tout ça, tu sais, je comprends. Mais c'est normal, c'est ça, je leur blâme pas, mais... C'est la trajectoire. Exact, c'est ça. Puis là, cette génération vieillit, puis
là, ils se sont institutionnalisés. Finalement, les labels de rap ont commencé à signer ces rappers qu'avant on appelait du rap montréalais ou du street rap montréalais. Tu sais, il y a vraiment comme un des premiers pistes de rad qui était fait par Olivier Arbour, que lui, il va visiter les street rappers montréalais, puis il allait voir Easy S puis Tizo. Tu sais, il y avait vraiment cette division dans le rap. Même Kéké de Rap Politique, Kevin Calix, utilise le mot ségrégation dans le rap, où est-ce qu'il y avait le rap de Montréal puis le rap Québec. Tu sais, c'était vraiment ce gros conflit-là. Ça s'est essoufflé, cette vague-là de rap. Puis tous ces gars-là se sont institutionnalisés, ont signé à des labels. Puis maintenant, comme produire un album de musique, c'est juste un vecteur de génération de subventions. Il n'y a pas de quête de viralité. Comme, tu sais, moi, à un moment, j'étais comme, oh my god, le rap québécois, ça se passe plus bien. Comme, toute cette vague-là a vieilli. Ils n'ont pas nécessairement accompli les choses que je pensais qu'ils allaient accomplir. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu des hits, peu importe. Et là est venue cette nouvelle génération de rappeurs qui est vraiment inspirée d'un rappeur qui est décédé, Jeune Loup, qui est mort en 2021 suite à une fusillade. Il s'est fait tuer. Il était immensément viral en France. Il y a un style de rap très atypique, très populaire, qui était vraiment en phase avec des courants underground aux États-Unis. Tu sais, comme il était tellement à l'avant-garde de qu'est-ce qu'il faisait. Il a fait son album RX en 2019, qui est devenu viral 2 ans plus tard, en 2021, puis c'est là qu'il est mort. C'est toute cette nouvelle génération de rappeurs que je vous ai nommés, quand tu leur parles sur c'est qui ta plus grande inspiration, ils vont tous te dire c'est Jeune Loup. Et ces jeunes-là ont compris comment c'était important d'utiliser TikTok comme un rapper. Et toutes ces chansons-là ont blow up sur TikTok puis sur IG Reels. C'est des clip farmers. T'sais, on parle beaucoup de clip farm dans Café Snake depuis le début, mais ils vont tout le temps essayer de générer de l'attention à travers des vidéos courtes. Ils vont souvent rire d'eux. Quand on pense de Scan et ZFR, là, qui font du meme rap, ça veut dire ils disent eux-mêmes qu'ils vont faire de la musique qui va sonner comme du rap underground américain, mais à un moment dans la chanson, ils vont dire une barre extrêmement vulgaire. Grainée. Ouais, genre, plongeons dans le vagin, mais je sais nager. T'sais, ils vont dire de quoi de même. Sur TikTok, ils peuvent se mettre juste cet extrait-là, puis que ça, c'est comme, oh, yo, c'est qui ces deux gars-là? Puis même eux, ils vont écrire dans la caption, yo, c'est quoi que ces deux gars-là, ils vont se roaster eux-mêmes. Les gens, ils savent même pas qu'ils sont sur le compte du rappeur, ils pensent qu'ils sont sur le compte de quelqu'un qui ridiculise le rappeur. T'sais, il y a même un de ces deux gars-là, Scan, qui s'est fait passer pour le fils à Martin Matt pendant 2 ans. T'as-tu déjà vu ça sur ton For You page? Ouais. C'était comment le fils à Martin Matt fait du rap, genre, pis il mettait sa musique. C'est pas du tout le fils à Martin Matt. Ah ouais. Mon frère pensait que c'était vraiment le fils à Martin Matt. Ben, tu sais, moi, a priori, j'ai pas de raison de douter. Tu sais, c'est qui? C'est comme si moi, je me revendiquais comme la fille de Véronique Cloutier. Genre, what the fuck? Pourquoi je ferais ça? Ben, pour générer du momentum algorithmique. OK. Tu sais, comme Kinji, c'est dans une autre lane parce qu'il y a vraiment tout l'aspect souverainiste qui est comme vraiment intéressant à observer. Mais pour le reste de cette vague-là, moi, je suis comme quand même optimiste. Oui, ils ont beaucoup de haters. En ce moment, les gens trouvent leur musique ridicule. Puis c'est tous des gens très jeunes. Je suis d'accord que c'est pas toutes leurs chansons qui sont les meilleures. Mais moi, c'est dans cet usage de l'Internet puis dans ce brio à comme essayer continuellement de générer de la viralité. Genre, je suis comme ça m'a... voir l'enthousiasme de la foule qui était mostly composé de gens genre 16, 17, 18 ans faire le party puis sur des chansons que j'entends juste sur TikTok d'habitude, c'était comme ça m'a donné une vague d'optimisme pour le futur du rap québécois. Donc tirer profit des outils numériques pour la culture québécoise. Ouais, puis c'est ça, puis c'est quelque chose que un label aurait de la misère à orchestrer parce que ça peut pas être vraiment décidé d'avance puis programmé. C'est comme là, tu sais, comme par exemple, moi je me rappelle, j'ai montré Scan et ZFR à Shaheen sur son stream. On l'a écouté sur son stream. Eux, ils ont vu qu'ils ont fait ça, ils l'ont clippé. Yo, what the fuck, pourquoi Shaheen écoute ça? Ils ont mis ça sur YouTube et sur TikTok, ça a généré plein de vues. Tu sais, comme ils sont constamment à la recherche du prochain clip qui va générer du trafic sur leur compte TikTok. Tu peux pas planifier ça. Faut que tu sois complètement immersé constamment dans OK, là, j'ai une idée, on le fait live. T'sais, fait que c'est comme, tu pourrais pas structurer ça de façon bureaucratique. Non, il faut que tu sois alerte aussi, il faut que tu sois en train de consommer ou quelqu'un qui dit « Hey, je t'ai vu dans un stream », quelqu'un écoutait ta musique dans un stream. Exact. C'est ça, c'est comme... c'est l'artiste entrepreneur, mais l'artiste entrepreneur médiatique, tu sais. Puis tu me disais que dans cette nouvelle génération-là, il y avait déjà des beefs. Ouais, mais ça, je pense qu'il faut pas leak, mais oui, ils beefent déjà. Bon, on m'a dit ça. Ben ça, c'est un signe de santé, I guess. Puis c'est ça, puis moi je trouve ça, dans le rap québécois, il y a quand même eu de la misère avec la place des artistes féminines, des femmes rappers. Misérabel qui était au show, qui est comme une rappeuse émergente,
qui a quand même son style à elle, qui est comme tellement inspiré d'une direction artistique du underground américain, mais comme elle est vraiment une esthétique qui est tellement claire. Je pense que je l'ai comme... vu sur TikTok. Ouais, c'est comme all black au fond du club, whatever. All black au fond du club, all black est tied up. Sur tout mon corps, il me veut encore. J't'aime, il veut mon fame. All veut me à la money, ils veulent ma vie, j'fais la body. Puis elle s'inspire très de Ice Spice, Betty Boop, là. C'est quoi, comment elle s'appelle? Betty Boop? Ouais, c'est ça. Tu sais, comme elle a une chanson, je pense, qui s'appelle Betty Boop, quelque chose de même. Mais c'est pas le même style de musique qu'Ice Spice, mais je veux dire, Ice Spice aussi reprenait cette esthétique-là. Il y a juste une nouvelle vague de rappeurs. Il y a Camilou qu'on avait mis dans un DJ Mix. Moi, j'aime full sa chanson Assonance. Je vois juste comme cette nouvelle vague qui est complètement en dehors des institutions puis qui est purement algorithmique. Puis de les voir comme mobiliser une grosse audience à un show sur Mural, c'était comme eux, je le voyais dans leur regard qu'ils étaient comme contents d'avoir fait. C'était comme ça, là. Je sais pas, c'était comme inspirant. Shout-out aussi à Franz Callo qui était là, j'aime son album, allez écouter. Fait que ça, c'était mon segment sur le rap québécois. Ben merci Monet. Donc, c'est la fin de Café Snake pour aujourd'hui. Oui, j'espère que vous avez aimé. Mettez 5 stars sur Spotify. 5 stars. OK, et on vous rappelle qu'on attend toujours vos takes, donc on les prend encore. On en a déjà reçu pas mal. On est super contents, puis on a hâte d'y répondre, de leur répondre. À la prochaine. La musique d'intro et d'outro est de Azlo, A-Z-L-O. Bye.